Salutations à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 24 décembre, bienvenue dans l'ouverture de la 24e et dernière case de notre calendrier de l'Avent. À partir d'aujourd'hui, la médiathèque est fermée, le temps des fêtes de Noël, donc on se retrouvera en janvier 2022. Donc bien que ce soit le jour des vendredis histoires, j'ai décidé lors de cette dernière case de vous lire une histoire, ce qui permettra donc aux enfants de patienter un peu plus facilement jusqu'au dernier dodo avant Noël. Par contre, je n'ai pas opté pour une histoire de Noël, mais quand même une histoire un peu plus longue que d'habitude avec Même les méchants ont des secrets d'Ilan Brenman et Magali Lehuche. Et c'est édité par Petit Glénat dans la collection Vitamine. Alors si jamais vous êtes familier des vendredis histoires et des autres histoires que j'ai pu lire, normalement cet album devrait vous en rappeler un autre puisqu'il fait suite à l'une des lectures que j'ai déjà effectuées. Donc on verra si vous arrivez à le retrouver en sachant donc qu'il y a un clin d'œil direct au niveau de l'histoire. En plus du fait que le personnage principal, on l'a déjà vu. Alors à votre avis, quels sont les secrets des méchants? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Il y a au monde bien des choses qui ne cessent de grandir. Les ongles, les cheveux, les pieds, les bras. Laura aussi continuait de grandir. Et très souvent, en grandissant, on oublie certaines choses du passé. En rentrant de l'école ce jour-là, Laura posa son cartable dans sa chambre, se lava les mains, puis se régala au déjeuner avec les super petits plats de Gilles Marat. Le ventre plein, elle s'installa pour faire sa digestion à son endroit préféré, la bibliothèque de son papa. Elle s'assit dans le meilleur fauteuil du monde et contempla la foule d'histoires qui l'entourait. Elle faisait chaque jour une petite pause lecture avant de se mettre à ses devoirs. Laura se leva et se mit à effleurer le dos des livres du bout des doigts. Soudain, un flocon de poussière atterrit pile sur le bout de son nez. Elle commença par loucher en essayant de le regarder, puis soufflant vers le haut, le renvoya flotter dans l'air. La fillette aperçut alors plein d'autres flocons qui tombaient, comme de la neige, depuis le haut de l'étagère. Et en plus, ils provenaient tous du même endroit, un gros livre marron. Curieuse comme pas deux, Laura alla chercher un escabeau à la cuisine, l'installa devant la bibliothèque et débuta son ascension. Quand enfin elle attrapa le mystérieux livre sous fleurs et lut la couverture, elle faillit tomber à la renverse. C'était comme si une avalanche de souvenirs l'envahissait, comme si le monde tournait, tourbillonnait autour d'elle. Elle inspira profondément, descendit calmement de l'escabeau. Puis une fois bien blottie dans le fauteuil, elle ouvrit tout grand les yeux et lut « Le livre secret des princesses ». Comment avait-elle pu oublier ? Il y a des choses qu'on oublie en grandissant, conclut-elle. Les plus belles princesses du monde étaient là, avec leurs secrets. En ouvrant le livre, Laura tomba pile sur un chapitre qui lui arracha un sourire large comme la lune. Problèmes gastro-intestinaux et flatulences des plus charmantes princesses du monde. Elle se souvint alors de Marcello, son copain d'école, de Cendrillon qui avait avalé des tablettes de chocolat du garde-manger de sa belle-mère, de Blanche-Neige qui supportait mal la cuisine grasse et ballonnante des nains, et de la petite sirène qui trompait tout le monde en lâchant des proutes en douce dans l'eau. Laura, qui à présent lisait toute seule et très bien, se rendit compte qu'il y avait là plein d'autres secrets que son père ne lui avait pas racontés. Son cœur se mit à battre plus fort. Parcourant du doigt la table des matières, elle lut le titre de ces chapitres inédits. Mais celui qui attira le plus son attention était « Pourquoi sont-ils toujours méchants ?» Dans tout conte de fées digne de ce nom, il faut toujours qu'il y ait un vilain méchant, ou une vilaine méchante. Ce sont eux qui apportent cette émotion que nous aimons tant lire et écouter dans les histoires. Un conte sans vilain, c'est comme du beurre sans pain. Or, personne n'a jamais pris le temps de réfléchir au fait que ces vilains qui nous font si peur ont un jour, eux aussi, été des enfants. On croit, à tort, qu'ils sont nés comme ça, avec un chaudron fumant attaché à leur petit corps de bébé. Dans ce chapitre, vous allez découvrir d'où vient la méchanceté de quelques célèbres gros vilains des histoires pour enfants. La méchante sorcière de Hansel et Gretel. L'une des vilaines les plus connues au monde est née en Allemagne. En Bavière, fille de célèbres pâtissiers, elle passait tout son temps dans la cuisine de ses parents à observer les véritables œuvres d'art gastronomique qu'ils produisaient. Les Apfelstrudel, la Harlequin, crème bavaroise à la vanille et aux fruits secs, les Himbeertorten, tarte aux framboises, les Erdbeertorten, tarte aux fraises, etc. À force d'observer ses parents travailler, elle finit par créer ses propres recettes et, sa technique se perfectionnant, elle était devenue à 18 ans la pâtissière la plus célèbre d'Allemagne. Des rois de toute l'Europe lui demandaient ces incroyables et incomparables gâteaux. Un jour, elle reçut une commande du roi de Java. Une escorte de plus de 100 Javanais devait venir chercher les pâtisseries et les transporter jusqu'à leur souverain. La jeune fille terminait son dernier Apfelstrudel quand la sonnette retentit. Comme ses employés étaient en pause déjeuner, elle alla ouvrir elle-même.
Pendant ce court instant, un insecte vint se poser sur un coin de l'Apfelstrudel et y resta pour de bon. Quelque temps après, un colis adressé à la jeune pâtissière lui fut livré à sa boutique. C'était de la part du roi de Java. À l'intérieur, elle trouva un flacon sur lequel étaient inscrits ces mots « Merci pour les gâteaux ». Elle déboucha le flacon et, sentant un arôme incroyable et irrésistible, le porta à ses lèvres et but tout son contenu. L'effet fut immédiat. La jeune fille, qui était jolie comme un cœur, se mit à se tortiller dans tous les sens. Ses dents devinrent noires comme du charbon, ses cheveux séchèrent comme de la paille, son petit nez minuscule poussa épouvantablement avec au bout une verrue grosse comme une montagne. Sa peau, ses ongles, ses bras, ses jambes, son ventre, tout se métamorphosait et devenait horrible et répugnant. Quand elle se vit dans le miroir, un hurlement résonna dans toute la Bavière. Une sorcière! Elle était une sorcière maintenant! Que s'était-il passé? Cherchant la réponse dans le colis du roi javanais, elle finit par remarquer une toute petite enveloppe, presque imperceptible, qui avait été glissée sous le flacon. C'était une courte lettre qui disait « Merci pour le moucheron que j'ai avalé en même temps que l'Apfelstrudel. En signe de gratitude, mon mage t'a préparé un excellent breuvage. J'espère que tu l'auras apprécié. Le roi de Java. » Quelle malchance! Une mouche s'était scotchée sur une de ses tartes. Elle n'arrivait pas à y croire. Il ne lui restait plus qu'une chose à faire maintenant. L'ex-belle et jeune pâtissière abandonna tout derrière elle et s'enfuit vivre au fin fond d'une forêt dense et isolée. Mais jamais elle n'oublia son amour de la pâtisserie. Voilà pourquoi elle bâtit la maison en pain d'épices la plus célèbre au monde. Sa méchanceté alla grandissant en même temps que sa verrue et sa solitude. Le géant de Jack et le haricot magique. Tout le monde sait comment se termine l'histoire de Jack et du haricot magique, avec le géant en chute libre qui, en s'écrasant au sol, met fin à une ancienne lignée de créatures extraordinairement énormes. Les ancêtres de notre gigantesque personnage remontaient aux célèbres Gargantua et Pantagruel, et tout comme eux, ils vivaient sur la terre ferme et y possédaient une immense maison. Il menait une vie normale pour lui bien sûr, pas pour les autres. Bébé, il mangeait déjà le matin dès son réveil 300 pommes au four à la cannelle, et il buvait 1000 litres de lait directement au pied de dizaines de vaches. Ses parents lui donnaient son bain dans une petite douche cascade de 30 mètres de haut. La couverture de son berceau était faite de la laine de 1000 moutons, et son jouet préféré était un hochet avec des cloches en fer pesant plus de 500 kilos chacune. Enfant, il suivait ses cours à domicile car, vu sa grande taille, il ne tenait pas dans l'école du village. Pour déjeuner, il lui fallait 200 poulets rôtis, 100 kilos de riz et une salade de 100 tomates. Il courait en jouant dans le jardin tout autour de la maison et la terre tremblait à chaque pas qu'il faisait. En milieu d'après-midi, il faisait une pause pour prendre son petit goûter. 200 oranges pressées et 100 gâteaux de farine de maïs. Le repas du soir était plus léger. Juste 50 sandwichs jambon-fromage et 30 verres de jus de prune. Mais le temps passant, et à mesure que le géant grandissait et grandissait, les vivres de la région diminuaient et diminuaient. Le peuple exigea alors du roi qu'il bannisse la famille de géants. Ce qui fut fait. À partir de ce jour, ils déambulèrent d'un endroit à l'autre, se faisant chasser de partout, car nulle part il n'y avait de quoi nourrir un jeune géant en pleine croissance. Un jour, ils rencontrèrent un homme qui vendait des haricots magiques. Et c'est comme ça qu'ils purent grimper jusqu'au ciel et y construire leur immense château. Le jeune géant, devenu adulte, y régnait en maître, jusqu'au jour où Jack apparut. Et c'est ainsi que le géant, qui n'avait jamais oublié comment il avait été banni par le roi, fit retomber sur le brave petit Jack toute sa gigantesque amertume envers les hommes. La sorcière de réponse. Le salon de coiffure Les Mèches d'Or était le plus prisé de la noblesse allemande. Des baronnes, des marquises, des duchesses et même des princesses faisaient partie de la clientèle du couple Cher et Cam, les magiciens des ciseaux et du peigne. Cher, la femme, était experte à couper rapidement même les tignasses les plus rebelles et à les transformer, grâce à son talent, en sculptures qui semblaient vivantes. Sa plus célèbre invention, c'était la chevelure jardin. Elle parvenait à recréer tout un jardin sur la tête d'une cliente, avec des fleurs, des oiseaux, des animaux terrestres et même un lac avec des gouttelettes d'eau. Les Mèches d'Or. Cam, son mari, était le maître du peigne. Il se servait de son outil de travail comme un habile escrimeur de son fleuret. Grâce à sa technique révolutionnaire, un peigne au fil d'acier chauffé à la braise de charbon, il effectuait un lissage unique au monde. Les nobles dames soupiraient d'admiration en le regardant travailler. Ce couple avait une enfant nommée Gothel, une fillette ravissante et très espiègle. Elle passait tout son temps à courir dans le salon de coiffure, s'amusant à tirer sur les robes des clientes qui se tenaient assises et immobiles pendant qu'on les coiffait. Ses parents la grondaient, mais juste un peu.
Gothel parvenait toujours à les attendrir. Et puis elle était si belle. Elle avait une chevelure si longue et si soyeuse que ses parents l'admiraient plus que tout et plus que tous. Par un beau dimanche matin, Gothel fit encore des siennes. Elle pénétra dans le salon de coiffure qui était fermé à clé avec un de ses amis d'école. Elle lui montra les outils de travail de ses parents en lui expliquant comment s'en servir. Tout excité, le garçon, qui était encore plus espiègle que Gothel, demanda à la fillette de s'asseoir dans l'un des fauteuils afin de lui couper les cheveux. La fillette obéit, disant que c'était juste pour faire semblant, et le garçon acquiesça. Il fit chauffer le charbon, puis s'empara du peigne au fil d'acier et des ciseaux préférés de chair. Il plaça le fauteuil de façon à ce que Gothel tourne le dos au miroir et se mit à l'ouvrage. Il commença par couper, et couper, et couper encore. Ensuite, il peigna les cheveux de la fillette avec les fils d'acier hyper brûlants. Quand il eut fini, Gothel se tourna vers la glace. Quel choc épouvantable! Quel gigantesque gâchis! Le garçon s'enfuit à toutes jambes, tandis que Gothel, folle de rage et de chagrin, décidait de partir elle aussi. Jamais elle n'oserait montrer une telle horreur à ses parents. Elle s'en fut vivre toute seule dans la forêt, avec l'espoir de retrouver en grandissant sa belle chevelure longue et soyeuse. Mais les fils d'acier avaient brûlé son cuir chevelu à tout jamais. Gothel grandit avec une seule idée en tête, se venger de ce garçon. Le jour où elle apprit qu'il s'était marié, elle courut vite s'acheter la maison voisine de la sienne et se mit à cultiver dans son jardin une espèce particulière de salade, les réponses. Car elle avait appris dans la forêt les secrets des plus puissantes sorcières d'Allemagne. Elle savait aussi que l'ancien petit garçon espiègle, qui était à présent un homme marié, trouverait sans doute un moyen de venir lui piquer ses réponses. Et c'est précisément ce qu'il fit dès que sa femme se trouva enceinte, avec les conséquences que tout le monde sait. « Laura ? Laura !» En entendant son nom, la fillette eut l'impression de sortir brusquement d'un rêve. Vite, elle referma son livre et, grimpant sur l'escabeau, le remit exactement à sa place. « Laura, où es-tu » Elle posa l'escabeau dans un coin de la bibliothèque et, sortant de la pièce, vit sa mère qui la cherchait, l'air inquiet. « Gilles Marat m'a dit que tu as passé tout l'après-midi dans la bibliothèque de ton papa. » Laura regarda sa montre et réalisa, surprise, qu'il était déjà presque l'heure du dîner. « Oh, je n'ai pas vu le temps passer. J'ai commencé à lire et j'ai oublié tout le reste. » « Je te comprends, ma puce, je connais ça. Mais maintenant, allons manger. » Au cours du dîner, sa maman lui demanda « Mais que lisais-tu de si extraordinaire au point de perdre la notion du temps ?» Laura fit un large sourire et lui raconta alors les plus merveilleux secrets de l'univers. Fin. Alors, ça vous a plu? Est-ce que vous vous êtes souvenu de l'album qui précédait celui-ci? Il s'agissait de Même les princesses pètent. Donc, une fois encore, les auteurs nous livrent les dessous des contes de fées, puisque là, cette fois-ci, ils nous expliquent qu'en général, si les méchants sont méchants, c'est pas parce qu'ils sont nés comme ça, non, c'est parce que la vie a fait qu'ils sont devenus méchants. Et pour ma part, je trouve ça plutôt intéressant comme explication, et c'est très bien pensé. Du coup, je sais pas vous, mais moi, ça me donne envie d'essayer de deviner pourquoi les autres méchants des contes sont devenus méchants. Et vous, vous avez des idées à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des méchants dont vous aimeriez créer l'histoire d'origine? Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Toute l'équipe de la médiathèque vous souhaite également d'excellentes fêtes de fin d'année. On vous dit à l'année prochaine, et avant cela, à demain pour une petite vidéo bilan de ce calendrier de l'Avent. Salut!